Je voudrais donc vous présenter notre modératrice pour ce webinaire, Lydia Lauder, directrice nationale des programmes et politiques publiques à la Fondation Durin. Merci, Janice. La Fondation canadienne Durin et la Société canadienne de néphrologie souhaite remercier les commanditaires pour leur soutien à ce webinaire, qui fait partie de la série des webinaires 2021. Alors, la COVID-19 est un problème sérieux. La situation change tous les jours. C'est normal, ces temps incertains, de se sentir anxieux, surtout pour ceux qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents. La Fondation Durin, en partenariat avec la Société canadienne de néphrologie, est fière de vous présenter ce webinaire spécialement destiné aux patients en dialyse et qui s'appelle « Information sur le vaccin COVID-19 pour les patients dialysés ». Ce webinaire vous donnera l'occasion de poser des questions sur le vaccin à certains des meilleurs néphrologues et spécialistes de la dialyse au Canada et d'entendre un patient dialysé parler de son expérience de la dialyse pendant cette pandémie. Nous nous associons au programme de recherche en dons et transplantation du Canada. Vous pouvez regarder les informations relatives à ce webinaire sur le site web. Les informations au sujet de la COVID changent rapidement et en date d'aujourd'hui, le 10 février 2021, nous vous fournissons les dernières informations, mais il ne s'agit pas d'un avis médical. Cette information est prévue pour les Canadiens. Nous travaillons avec des partenaires. Nous les remercions de partager leur temps avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de commentaires à partager avec vous. D'abord, nous entendrons Vince Andrews. À l'âge de 22 ans, il a été diagnostiqué comme souffrant de la maladie polycystique des reins. Il apprend que la progression de la maladie est telle qu'à l'âge de 50 ans, il aurait besoin d'une greffe rénale ou de traitement de dialyse. C'est avéré juste. Il a pu profiter au maximum de 28 années suivantes. Cependant, à l'âge de 50 ans, il a dû commencer la dialyse rapidement. Vince est sous hémodialyse 4 heures par jour, 1 jour sur 2 depuis près de 8 ans. Le docteur Pearl est un néphrologue de l'hôpital de St. Michael's de Toronto et professeur associé de médecine de l'Université de Toronto. Il a obtenu sa maîtrise en épidémiologie à la Harvard School for Public Health et ses principaux intérêts de recherche, sa pratique clinique, se concentrent sur l'amélioration de la survie de la qualité de vie des patients sous dialyse à domicile. Nous avons également notre médecin, le docteur Muller, qui est médecin spécialiste des maladies infectieuses et directeur médical de la prévention et du contrôle des infections à l'hôpital St. Michael's de Toronto. Il est professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Toronto et ses recherches portent sur l'épidémiologie et les antécédents des infections nosocomiales, notamment la C. difficile. Donc, nous avons, avant de commencer, des questions pour vous. Vous allez voir ces questions à l'ordinateur. Nous vous les posons avant la présentation et nous vous les reposerons encore après le webinaire. Alors, est-ce que vous, une personne dont vous avez la charge, envisagez de recevoir le vaccin de la COVID-19 lorsqu'il sera disponible? Oui, non ou pas certain? Janice, I'll ask you to share the poll results when you have a moment. Janice, je vais vous demander d'afficher les résultats du sondage. Alors, la majorité des participants
considèrent prendre le vaccin lorsqu'il sera disponible. On va refaire le même sondage à la fin de la présentation. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos conférenciers. Merci Lydia, j'apprécie. C'est bien de voir l'auditoire que nous avons aujourd'hui pour ce webinaire. On m'a demandé de partager mes pensées, ce que c'est d'être un patient sous dialyse pendant la pandémie. Mais j'ai également préparé des questions pour les médecins aujourd'hui. Et j'ai fait de mon mieux. En fait, ce sont bien sûr mes pensées personnelles et certaines de mes questions personnelles, mais j'ai également essayé de partager ce que je croyais être des questions qui étaient d'intérêt pour tout le monde. Donc, je vais simplement partager certaines choses avec vous. J'ai été diagnosée à l'âge de 22 ans et à l'époque, l'expérience de vie pour de tels patients était 50 ans. Et je vous dirais que c'était un diagnostic bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. J'ai 22 ans, j'entends pas 50 ans. Donc, pendant les 27-28 dernières années, j'ai vécu ma vie à plein. J'ai joué, j'ai fait du sport, j'ai élevé ma famille. Comme je l'ai dit, c'est ça les bonnes nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles, c'est que le diagnostic était également correct et qu'à l'âge de 50 ans, on se lève un bon matin, on a 50 ans et 6 semaines après avoir atteint l'âge de 50 ans, j'ai eu un choc. Ça a été très exigeant, fatigant, épuisant. Les traitements et les horaires, et c'était aussi difficile au niveau émotif. Je réalisais à ce moment-là que j'étais pris avec ce régime de traitement pour le restant de mes jours, littéralement. Et que la seule façon positive de me sortir de tout cela était de recevoir une greffe. Et ceci étant dit, je suis sur la liste des receveurs depuis plusieurs années, 7-8 ans, et j'ai hâte d'avoir ce don de vie. Mais il y a quelques années de ça, j'ai commencé la dialyse à la maison. Et à ce moment-là, c'était 4 heures à tous les 2 jours. Et bien sûr, ça m'a donné un certain niveau de confort étant à la maison. Et je considère que depuis 1 an, je suis gâtée d'être à la maison. Je travaille également à partir de la maison. Donc, je suis gâtée parce que, bon, à cause des circonstances, mes contacts sont minimisés au cours des dernières années. Mais avant ça, j'allais bien, je contrôlais mon horaire jusqu'à un certain point. J'allais me chercher assez de repos, d'exercice. J'essayais d'atteindre une certaine stabilité. Et là, la pandémie est arrivée. Et la vie de tout le monde a été bouleversée et ce que je pensais pendant ce temps-là, et surtout au début, lors de la phase initiale de la pandémie, j'avais peur de l'inconnu. Mais je suis convaincue que plusieurs de ceux qui m'écoutent aujourd'hui comprendront. C'est une crainte au niveau de la sécurité personnelle, sécurité de votre famille, ce qui se passe dans votre communauté, dans le monde en général. On a un sentiment de perte de contrôle. Et quand on perd le contrôle dans notre vie, cela crée de l'anxiété et je sais que ça a été mon cas. Et le monde était épouvantable pour moi. Je me sentais extrêmement vulnérable. Oui. D'un point de vue pratique, fonctionnel seulement, cette vulnérabilité résidait dans le fait que, OK, je suis un patient à domicile, mais je pensais tout le temps, qu'est-ce qui va se passer si je dois retourner au centre pour des traitements? Qu'est-ce qui va se passer si mon équipement a des ratés, des problèmes, si la compagnie n'est pas capable de m'aider à cause des retards aériens et etc. À quel point cela peut-il être dangereux pour moi?
Est-ce que, il va être encore possible de les faire faire des prises de sang, des tests routiniers? Est-ce que mes tests mensuels vont encore être possibles? Est-ce que je vais encore être sur la liste de greffe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je dois être hospitalisée? Si j'ai un problème pendant la pandémie? Toutes ces choses-là. Oui, ça m'a causé à un certain point énormément d'anxiété. Les greffes ont été suspendues pendant un certain temps, comme vous le savez. Je vous l'ai dit, je suis sur la liste des receveurs. En fait, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Et ce qui était le plus critique, c'était de me poser la question, quelle est ma vulnérabilité face à ce virus? Et la deuxième partie de la question était, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver si j'attrape ce virus? Et à part tout cela, il y avait la vulnérabilité émotive, l'isolement, comme on le sait tous. On est isolé de notre famille, de nos amis, de nos familles. J'ai 2 enfants, 23 et 29 ans, qui sont indépendants. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils vivent de leur côté. Et ils font ce que les enfants de 23 et 29 ans font habituellement. Ils suivent les règles et tous les protocoles de sécurité, etc. Mais leurs mondes sont beaucoup plus vastes que le mien. Donc, pour moi, je les considère plus à risque que beaucoup d'autres. Donc, je n'ai même pas été capable de les inclure dans mes groupes. Donc, dans des occasions particulières, aux anniversaires, à Noël. Et je vous dirais que à Noël, ça a été très difficile pour moi de ne voir mes enfants que virtuellement. Je sais que tout le monde fait face à ce genre de problème, mais c'est difficile. Une des choses que j'ai ressenties tout au long de tout ça, c'est que l'un des scénarios les plus difficiles, c'est que lorsqu'on passe d'un niveau de confinement à un autre, il y a toujours de l'incertitude et je pense que moi, je suis plus à l'aise s'il y a un confinement complet comme dans le passé et qui va peut-être revenir bientôt ici sur la côte Est parce qu'on sait à ce moment-là que tout le monde est chez eux, qu'il y a peu ou pas de contact. Et dans les autres moments, lorsque les choses vont bien, on se sent plus à l'aise de socialiser. Et c'est là où, quelque part entre les deux, où il y a une zone d'incertitude, où je deviens le plus anxieux. Qu'est-ce que je peux me permettre maintenant pendant cette période intermédiaire? Et au cours de la dernière année, ma partenaire, ma conjointe et moi, c'est ma partenaire de soins aussi, nous avons eu beaucoup de conversations sur l'équilibre entre continuer à vivre nos vies et faire attention à notre bien-être émotif, notre santé mentale, tout en restant en toute sécurité. Et ça change, ça dépend comment on va à un moment donné, ça dépend comment ça va dans la province, ici, mais et parfois ce sont des conversations difficiles. L'une des choses dont je suis fière d'avoir reconnu chez moi à un certain moment, c'est que je n'ai pas eu peur d'aller vers les autres, vers la famille, vers les amis et demander de l'aide. Et parce que j'ai réalisé que c'était peut-être utile pour eux aussi. Et j'allais même une étape plus loin en disant, toutes ces activités que nous avions la permission de faire, c'était bien. Mais je disais aussi, je pourrais utiliser encore plus l'aide qu'on m'offre. Et l'aide, par exemple, d'un conseiller professionnel, ce genre de choses. Et j'ai fait ça depuis plusieurs mois. Et je trouve que ça aide beaucoup. Donc, j'encouragerais les gens à être conscients de vous-même, de ce qui se passe, de votre anxiété et ne pas hésiter à aller vers les autres, que ce soit vos cercles d'amis ou d'appui, mais même des professionnels.
il y a beaucoup d'aides qu'on peut obtenir de professionnels et j'ai été capable d'avoir, par exemple, des exercices pratiques, des mécanismes pour faire face à l'anxiété et tout cela. Et mon objectif a toujours été, depuis le début, le vaccin, parce que pour moi, le vaccin était ma ligne finale ou ma ligne d'arrivée ou ma ligne de départ, je ne sais pas trop, ça dépend du point de vue. Mais je me disais, il faut que je reste en toute sécurité jusqu'à ce que le vaccin arrive. Donc, à ce sujet, lorsque j'ai décidé que c'était vraiment ce vers quoi j'allais travailler, j'ai essayé d'obtenir autant d'informations que possible sur ces vaccins. Et de façon générale, je dirais aux gens, informez-vous autant que vous le pouvez, mais faites bien attention à vos sources d'informations. Assurez-vous d'avoir des sources d'informations crédibles. Et il y a des choses comme aujourd'hui qui sont très utiles. Mais je parle à des professionnels de la santé, je parle à des gens qui sont dans le domaine de la santé, mais qui connaissent bien votre histoire de santé personnelle, parce qu'on a tous quelque chose qui est unique pour nous. Par exemple, le vaccin aura peut-être des effets particuliers pour vous ou moi, selon notre situation particulière. Concentrez-vous également sur le plan de distribution des vaccins de votre gouvernement. Est-ce qu'il priorise les gens comme nous, les gens qui ont des maladies chroniques? Et où est-ce que vous vous inscrivez dans ce plan? Et d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, à part quelques rares exceptions, eh bien, vous ne serez peut-être pas complètement ravis de ce qu'il y a de disponible. Donc, je vous encourage à parler aux professionnels de la santé, aux professionnels régionaux, à parler avec vos députés, et même des responsables gouvernementaux qui n'ont pas été élus, et de mettre un peu de pression. Il n'y a pas de mauvaise façon, mais on veut mettre de la pression, on ne veut pas mettre les gens mal à l'aise, mais il faut le faire correctement. Si on regarde cependant les statistiques qui ont été publiées par la Fondation du Rein du Canada, par la Société canadienne de néphrologie, il y a énormément de chiffres, de nombres en termes d'hospitalisation pour les patients sous dialyse, des décès. Et je peux vous assurer que la Fondation du Rein du Canada ainsi que la Société canadienne de néphrologie font beaucoup de militantisme pour les patients, pour vous. Et on en va en reparler un peu plus tard et on va parler de certaines des actions que nous mettons en place. Mais là, si vous pouvez télécharger ma liste de questions, c'est super, merci. Donc, comme je l'ai dit, j'ai des questions, ce sont mes questions personnelles, mais j'en ai beaucoup plus que cela. Cependant, j'ai dû me limiter pour des raisons très claires. Mais j'ai essayé de capturer l'esprit de ce que pensent beaucoup de gens qui sont sous dialyse. Et les deux premières sont liées et j'y suis arrivée parce que j'avais l'impression que le vaccin, en fait, c'est moi ce que j'avais hâte d'avoir, me disant, ça va me donner de la paix d'esprit, une certaine confiance. Mais je m'inquiétais de savoir si ça pouvait me donner un faux sens de sécurité. Alors, la question première, comment les taux d'efficacité pour les patients dialysés se comparent-ils à ce que nous considérons comme les taux d'efficacité, je pense que c'est 95% en général, pour la population générale. Donc, est-ce que nous, on fait partie de ce 90 à 95% d'efficacité ou est-ce qu'on est beaucoup plus bas? Est-ce qu'on est à 50-60%? Et la question suivante qui s'y rattache, c'est que si un patient sous dialyse est vacciné, mais à quelque part que son test de dépistage au virus reste positif, parce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à un meilleur résultat que s'il n'avait pas été vacciné? Donc,
je regarde les possibilités d'un côté comme de l'autre et j'ai tendance, en fait, j'ai pris des décisions qu'à moins que j'entende des choses à l'effet contraire, je vais absolument me faire vacciner dès que j'en aurai la chance. Mais je me posais toujours la même question. Est-ce que le risque de ne pas être vacciné est plus grand que le risque d'être vacciné? Et je pense que clairement, oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est, par exemple, si un patient sous dialyse est vacciné et que le taux d'efficacité est aux alentours de 50-60%, eh bien là, ça va m'inquiéter. C'est là que je parle du faux sens de sécurité. Parce que si vous commencez à élargir vos contacts, etc., et que juste, eh bien, en fait, c'est un peu aussi dérangeant que si vous me disiez, si les gens contractent le virus, mais ont déjà été vaccinés, ils devraient s'en sortir mieux dans la plupart des cas. Et moi, j'aimerais avoir une confirmation que les patients sous dialyse pourraient s'attendre à ça aussi, d'être vaccinés, mais qu'ils ont quand même un test positif par la suite, qu'ils s'en sortiront mieux que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Et la question suivante, nous savons qu'il y a des effets secondaires. Bien sûr, on n'aura jamais toute l'image, ça ne sera jamais très clair jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné. Mais c'est normal, c'est naturel. Mais ce que je veux savoir, c'est quels sont les effets secondaires connus. Mais est-ce que ces effets secondaires pourraient être plus graves pour les patients sous dialyse? Et peut-il y avoir des effets secondaires potentiellement uniques que les autres n'expérimenteront pas, mais que peut-être les patients sous dialyse expérimenteront? Et l'autre question, et j'ai fait des hypothèses, et peut-être on ne devrait pas faire des choses comme ça, faire des hypothèses parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais moi j'ai fait des hypothèses que peut-être le vaccin n'affecterait pas la capacité d'une personne à recevoir une greffe. Si on est sur la liste des receveurs potentiels, est-ce que cela pourrait changer notre position sur cette liste ou le résultat final d'une telle greffe? Et la dernière question, et j'ai entendu beaucoup de monde, y compris l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'il y a une inquiétude au sujet des variants du COVID. Et moi, j'aimerais savoir, et ce serait vraiment rassurant pour moi de savoir que ces variants ne sont pas plus un problème pour les patients sous dialyse que pour toute autre personne du public en général. Ce sont mes questions. Je vais m'arrêter là. Et comme je l'ai dit, je pense que je vais revenir plus tard dans le webinaire pour vous parler de ce que nous voulons faire au niveau plaidoyer, mobilisation. Alors, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler. Merci beaucoup, Vince, pour un très beau témoignage touchant et pour avoir partagé votre expérience. Et je veux également vous remercier d'avoir parlé de la santé mentale. Ce sont des moments difficiles pour tous et chacun d'entre nous et c'est quelque chose que je comprends à 100% et je suis avec vous là-dedans. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide à votre équipe. Et la Fondation du Rhin a également plusieurs ressources également pour vous aider en ce sens. Donc, je ne veux pas parler trop longtemps. En passant, je suis Jeff Brown, je suis néphrologue à l'hôpital St. Michael's. Mais je pense que l'importance du webinaire d'aujourd'hui sera de répondre à vos questions meilleures de nos connaissances à l'heure actuelle. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de questions. Il y a certaines questions auxquelles nous ne serons pas capables de répondre. Si on pense à la COVID-19, et la recherche et le développement, on apprend énormément sur le virus régulièrement. Je ne me rappelle pas quoi que ce soit en tant que néphrologue où j'ai vu de l'information
recherché se développer si rapidement, mais l'information change très rapidement. Et j'aimerais également remercier mon collègue Dr. Mueller pour être avec moi sur ce webinaire aujourd'hui parce qu'il pourra répondre à des questions plus détaillées sur le vaccin, la microbiologie, la virologie de la COVID-19. Bon, voilà donc mes non-divulgation. Comme je l'ai dit au début du webinaire, ce webinaire, c'est pour vous donner de l'information. Ça ne doit pas être utilisé à des fins de diagnostic ou de traitement, mais ce serait bien si les questions qui nous sont soumises soient suffisamment vagues, qu'elles puissent s'appliquer à plusieurs patients plutôt que des questions très pointues. À ce moment-là, vous seriez mieux de demander à votre personnel soignant. Et avant de prendre une décision, bien sûr, vous devez consulter votre équipe médicale et surtout au niveau de la vaccination COVID-19. Et comme Dr. Mueller va probablement vous le dire, j'ai préparé cette présentation il y a une semaine et les données changent très rapidement. Et peut-être même cette information aujourd'hui présentait-elle certains retards et Dr. Mueller pourra me corriger à la fin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir des informations générales sur la COVID-19. Nous allons parler de certaines nuances particulières pour les patients sous dialyse. Nous allons parler de vaccins contre la COVID-19, les études qui ont été faites, comment ils fonctionnent et quelles sont les considérations particulières pour les patients sous dialyse. Bon, la plupart d'entre vous savez, c'est très difficile de ne pas être au courant, connaissez certains détails, j'allais dire, sur la COVID-19. Il s'agit d'une maladie causée par un type de coronavirus qui est une très grande famille de virus. Elle a été premièrement reconnue en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, et a été identifiée à titre de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Donc, on se rapproche du 1 an maintenant. Prochaine diapo. Donc, les symptômes peuvent varier de personne à personne. Ils peuvent même varier au sein d'un même groupe d'âge ou entre les groupes d'âge. Les symptômes habituels, on parle de toux, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle empire, un souffle court ou de la difficulté à respirer, température de plus de 38 Celsius, se sentir fiévreux, avoir des frissons, être fatigué, avoir des douleurs musculaires, perdre le sens de l'odorat ou du goût, des maux de tête ou des symptômes gastro-intestinaux. Et je vous dirais que quand vous avez un doux, il est très important de vous faire dépister, bien sûr, et de vous faire tester pour la COVID-19 pour être sûr que vous n'avez pas contracté la COVID-19. Bon, maintenant, un coronavirus, généralement, se transmet par une personne infectée, soit par les gouttelettes respiratoires quand elle éternue ou quand elle tousse, par contact personnel rapproché, que ce soit en se touchant ou en se serrant la main, ou à toucher quelque chose qui contient le virus et ensuite de vous toucher les yeux, le nez, la bouche avant de vous être lavé les mains. Regardez l'image et vous comprendrez pourquoi c'est si important de porter un masque, surtout quand vous ne pouvez pas maintenir une distanciation à la maison. Ce masque est essentiel pour empêcher les gouttelettes d'être transmises d'une personne à une autre. Prochaine diapo. Donc, comme je l'ai dit, il est essentiel de porter un masque, mais en plus du masque, il est important de vous laver les mains souvent à l'eau, au savon et au désinfectant quand ce n'est pas possible. Et il y a une façon de se laver les mains correctement. Évitez de toucher vos yeux, votre nez, votre bouche, surtout si vous n'avez pas les mains propres. Évitez le contact avec les personnes malades qui touchent ou qui éternuent. Et quand vous toussez ou éternuez, vous devez le faire dans votre coude et non pas dans vos mains. Il faut s'assurer que vous pratiquez la distanciation physique à tout moment, que vous restiez à la maison. Oui, bien sûr, si vous êtes malade, vous restez chez vous pour éviter de contaminer les autres. Et le port du masque. Parfois, il est approprié de porter un masque médical, mais je crois de plus en plus à l'importance de couvrir le nez et la bouche quand on porte un masque. Bon, alors ici, c'est une diapo du 1er février 2021 qui vous donne le nombre total de cas de COVID au Canada.
Nous avons cette période après les fêtes, du moins en Ontario, ça a apparu. Ailleurs au pays aussi, les cas ont augmenté. En Ontario en particulier, c'est là où je vis, et au Québec aussi, ont été des provinces qui ont été très touchées, où le nombre de cas de COVID-19 a été très élevé. Et en date du 1er février, le chiffre était en fait, un peu plus que de 700 000. Ici, nous avons les décès de la COVID-19 au Canada. On parle de plus de 20 000 au Canada. 6 224 en Ontario. Et si vous avez perdu un membre de votre famille ou un ami ou quelqu'un d'autre de la COVID-19, je vous offre mes plus sincères condoléances. Et c'est vraiment un moment qui est difficile pour tout le monde. Prochaine diapo. Lorsque nous parlons des populations, des groupes de personnes qui sont particulièrement vulnérables à la COVID-19, eh bien, nous voyons qu'il y a certaines choses qui vont faire que des personnes vont être plus exposées à la COVID-19 et il y a d'autres choses qui font que la personne a peut-être un risque accru d'être touchée et dans quel cas les risques de maladies graves sont plus importants. Ceux qui ont plus de risques de l'attraper sont ceux qui travaillent dans des emplois à haut risque, par exemple les gens dans le domaine de la santé, les gens qui vivent dans des foyers pour personnes âgées, ou les gens qui ont de la difficulté où c'est difficile de mettre en œuvre des mesures de sécurité publique. D'un autre côté, ce sont les gens qui ont plus de chances d'avoir une maladie grave. On sait que l'âge est un facteur de risque très important. Les gens de tout âge ayant des maladies chroniques, les gens de n'importe quel âge qui sont immunodéprimés et des gens qui ont un indice de masse corporelle de 40 ou plus. Donc, ici, nous avons des données qui sont disponibles publiquement sur le site web du gouvernement. Et si on regarde les personnes qui ont été hospitalisées à cause de la COVID-19, on pense que parfois c'est un marqueur pour les maladies plus graves et on voit qu'il y a eu des taux d'hospitalisation progressifs plus élevés chez les gens plus âgés que chez les gens plus jeunes. Et heureusement, la plupart des jeunes qui contractent la COVID-19 auront, on l'espère, une maladie moins grave par rapport aux personnes plus âgées. Donc, on voit ici les hospitalisations disponibles en fonction des différents groupes de patients. Prochaine diapo. Et si vous regardez un graphique semblable, maintenant on ne regarde pas les hospitalisations, mais les mortalités reliées à la COVID, encore une fois, c'est très semblable. La mortalité a été beaucoup plus forte chez les gens plus âgés. Donc, il y a bonne chance d'avoir la COVID de façon plus grave et d'en mourir plus on est âgé. Bon, ici, nous avons des données obtenues récemment. Elles viennent d'être publiées dans le Journal médical canadien. C'est le réseau rénal de l'Ontario, ma province, où on garde la communauté informée sur la COVID-19. On parle de patients avec des néphropathies, des patients sous dialyse. Et on voit ici le nombre de patients touchés par la COVID-19 et le nombre de gens sous dialyse et on voit que ça ressemble beaucoup, ça se suit du moins. Alors, le risque d'attraper la COVID chez les patients dialysés est très semblable à celui des patients en général. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transmission communautaire et que les patients sous dialyse ont autant de risques de contracter la COVID-19 que n'importe qui d'autre dans la communauté. Donc, ça vous explique ce qui se passe en Ontario. Prochaine diapo.
Ici, malheureusement, c'est une triste statistique, mais je pense que tout le monde doit être au courant de cela. Dans cette publication qui a été publiée dans le journal de l'Association médicale, nous avons regardé en fait en août 2020, donc les données datent, mais 187 patients avaient contracté la COVID-19. 62% de ces 187 patients sous dialyse ont été hospitalisés et le nombre de personnes qui en sont décédées, qui étaient sous dialyse, qui ont attrapé la COVID et qui en sont décédés est d'environ 30%. Et lorsque nous regardons certains des facteurs de risque, il y a l'âge, il y avait peu de gens dans l'étude, peut-être on ne voit pas l'importance de l'âge, mais ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que même si le facteur âge dans la population en général, nous voyons qu'il y a peu de gens sous dialyse plus jeunes qui étaient touchés. Donc, les patients sous dialyse devraient être considérés comme un groupe à risque élevé de gravité de COVID-19 en fonction de cette information. Et ça, ce sera important lorsqu'on évaluera le risque des infections de COVID-19 par rapport aux risques et avantages de recevoir le vaccin contre la COVID-19. Bon, est-ce que c'est un phénomène qui est propre à l'Ontario? Eh bien, ça, c'était publié dans un journal de néphrologie qui s'appelle Kidney International. C'est une collaboration entre différents pays en Europe. Donc, plusieurs pays européens se sont regroupés et ont regardé un certain nombre de patients ayant contracté la COVID dans ces pays et regardé les chances d'en décéder après 28 jours. Et la tendance est très semblable à ce qu'on a vu en Ontario. Une proportion plus élevée de patients sont décédés de la COVID-19. Mais ce n'était pas quelque chose qui se passait juste dans les populations plus âgées. Même les jeunes sous dialyse avaient plus de chances d'avoir un problème suite à la COVID-19. Donc, les patients qui sont sous dialyse sont une population à risque élevé et il faut être très prudent pour empêcher ces patients de souffrir de complications. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réduire la transmission de la COVID-19 et la morbidité dans ma clinique et dans d'autres cliniques? On a fait énormément de tests. On a fait des soins virtuels pour limiter les voyages à l'hôpital. Et Dr. Mueller, je suis convaincue, a aussi son équipe et il y a plusieurs autres équipes du genre à travers le pays. Nous faisons beaucoup de dépistage avant les traitements d'hémodialyse. On met l'accent sur les mesures de prévention des infections lors des traitements d'hémodialyse. On s'assure que les gens sont en quarantaine, sont isolés si on suspecte la COVID ou un test positif. Le lavage des mains est important et il y a des mesures de contrôle de prévention des infections, beaucoup de nettoyage. On maintient une distanciation sociale dans la salle d'attente et pendant les traitements. Et on travaille davantage pour faciliter la dialyse à la maison qui permet vraiment la distanciation sociale et c'est une belle initiative pour les patients et je vais vous reparler un peu plus tard de la vaccination. Bon, comment est-ce que ça fonctionne, les vaccins? Les deux qui sont disponibles à l'heure actuelle au Canada ont un mécanisme semblable. Et je vais vous expliquer ça rapidement. Première étape. Bon, on a le brin, la structure, si vous voulez. Donc, on ne donne pas le virus aux personnes. Ce qu'on injecte, c'est quelque chose qu'on appelle de l'ARN messager. C'est donc un brin d'ARN que votre corps connaît et c'est emballé, si vous me permettez, enrobé de façon à ce que ce brin d'ARN puisse faire son voyage dans le corps pour aller chercher les bonnes cellules. Donc, vous avez ces brins d'ARN, vous les organisez d'une certaine façon, ensuite vous les injectez, ensuite
Et là, nous attendons à ce que ça s'en aille au bon endroit, donc que ce soit capté par les bonnes cellules. Alors, on voit maintenant que l'ARN messager est rendu dans une cellule et on espère que ce brin d'ARN permet de faire des anticorps. Donc, une fois que c'est fait, votre corps produit des anticorps pour la COVID-19 et est prêt à agir. Donc, maintenant que votre corps a toute cette structure, à chaque fois qu'il rencontrera un virus de COVID-19, il pourra commencer automatiquement à fabriquer des anticorps qui combattront la COVID-19, l'empêcheront de causer la maladie dans le corps. Donc, ce qui est vraiment super avec ce vaccin, c'est que vous avez une image, si on veut, ou un brin synthétique. Prochaine diapo. Donc, encore une fois, je vous réexplique. C'est vraiment intéressant comme technologie, c'est nouveau. Alors ici, on a une infographie qu'on a fait dans notre groupe de prévention des infections. Donc, ce vaccin ARN messager est injecté dans le bras. Il s'en va dans le corps et permet à votre corps de faire des anticorps. Et si jamais vous contractez le virus, eh bien, votre corps est capable de combattre ce virus. Prochaine diapo, on vous montre ici comment les anticorps attaquent le protéine S, la protéine de spicule, cette pointe, si vous voulez, qui sortent. Donc, les points essentiels à se rappeler, c'est que ça ne touche pas votre ADN. Vous ne pouvez pas attraper la COVID-19 d'un vaccin. Et c'est une nouvelle technologie, mais elle n'est pas complètement nouvelle. Et ça fait plusieurs années qu'elle est en évaluation. Donc, il y a 2 vaccins qui ont été approuvés par Santé Canada. Il y en aura plus qui viendront. On voit celui de Pfizer pour le moment qui est efficace à 95 % et le vaccin Moderna qui, lui, est efficace à 94 %. Et ces chiffres-là sont basés sur la réception de 2 doses. Pfizer a 21 jours d'écart et chez Moderna, 28 jours d'écart. Donc, ces vaccins ont été développés. En fait, les gens ont peur qu'ils aient été développés trop rapidement et ça, j'entends souvent ça. Mais ces vaccins ont connu la même rigueur que tout autre médicament, que tout autre vaccin auquel il aurait à faire face avant d'entrer sur le marché. Il y a donc 4 phases pour ou avant que ces vaccins reçoivent l'approbation canadienne. Et c'est la même rigueur pour tout autre vaccin, tout autre médicament. Prochaine diapo. L'étude Moderna, l'étude principale qui a été publiée pour le vaccin Moderna, regroupait plus de 30 000 participants. Parmi eux, 185 personnes qui n'ont pas eu le vaccin, qui ont eu le placebo, ont attrapé la COVID. Et 30 de ces personnes l'ont eu de façon grave. 11 dans le groupe vacciné a eu la COVID, mais 0 n'ont eu une infection grave. Donc, pour répondre à la première question de Vince, ça prouve que la vaccination de Moderna non seulement réduit considérablement le risque d'attraper la COVID-19, mais réduit grandement la gravité de la COVID-19 si vous deviez la contracter. Chez Pfizer, l'étude regroupait 43 000 participants, une efficacité semblable, 162 patients de l'étude ont attrapé la COVID quand ils recevaient un placebo. 9 l'ont eu de façon grave et chez le groupe vacciné, seulement 8 ont eu la COVID et seulement 1 a eu une COVID grave. Donc, ça diminue la gravité, la chance d'attraper la COVID et la gravité également de la maladie chez les gens vaccinés. Et les 2 vaccins ont une efficacité très semblable. Donc, quelles sont les différences entre ces 2 vaccins? Ce sont 2 des vaccins à ARN messager qui ont tous 2 été approuvés en décembre. Les 2 sont des injections dans l'épaule. Les 2 requièrent 2 doses. 21 jours pour Pfizer, 28 pour Moderna. L'efficacité est très semblable. Et
Ça prend entre 7 et 14 jours après la deuxième dose pour être protégé contre la COVID-19. Et encore là, ça peut varier en fonction de la condition des patients, etc. Et je vais laisser le Dr. Mueller répondre à cela plus tard. Pfizer a tendance à avoir été donné à des travailleurs de la santé parce qu'ils travaillent dans des hôpitaux. C'est quand même relativement facile d'avoir des congélateurs à moins 60, moins 80 Celsius. Dans ces environnements. Et quand il fallait aller dans la collectivité, c'était plus compliqué pour Pfizer et c'était à l'avantage de Moderna. Elle était plus facile à envoyer dans les collectivités parce qu'elle était plus facile à transporter et entreposer. Prochaine diapo. Donc, l'une des choses que les gens demandent souvent, est-ce que des patients souffrant de maladies rénales ou sous dialyse qui ont été inclus dans des études? Oui, mais ça a été inclus avec autre chose, par exemple, des problèmes de diabète ou d'obésité. Sauf l'étude de Moderna ne disait pas particulièrement combien de patients souffrant de néphropathie étaient touchés. Mais chez Pfizer, c'est plus clair. Mais l'étude Pfizer, on ne disait pas si les gens souffrant de néphropathie chronique étaient sous dialyse ou pas. Et dans les 35 000 patients qui ont fait partie de l'étude, seulement 256 patients avaient un problème rénal, selon le document. Donc, même s'il y a eu des patients souffrant de plein d'autres conditions médicales, des patients avec diabète ou d'autres problèmes, je dois dire que le nombre de patients souffrant de néphropathie était inclus dans cette étude. Bon. Pour ce qui est des effets secondaires du vaccin, il n'y a pas eu d'effets significatifs au niveau de la sécurité lors des essais cliniques. Certains des effets qu'on retrouve souvent, c'est de la douleur au site de l'injection, de la fièvre, douleur musculaire, maux de tête. C'est généralement après la deuxième dose et les effets secondaires inhabituels sont très rares. Et c'est très rare d'en avoir également après 8 semaines. Bon, si j'avais la COVID-19, est-ce que je devrais aller prendre le vaccin? La réponse est oui, même si vous avez déjà eu la COVID-19, il n'y a pas suffisamment d'informations à l'heure actuelle pour vous dire pendant combien de temps la protection dure après une infection. Si vous l'avez eu dernièrement, il est possible que votre équipe soignante au niveau rénal vous demande d'attendre une certaine période de temps. Ils vont vous dire à quel moment il serait préférable que vous alliez recevoir la première dose de vaccin. Dr. Mueller va vous expliquer. Il est possible que si vous avez eu la COVID-19, vous ayez des effets secondaires un peu plus importants. Dr. Mueller va en parler. La prochaine diapo, nous voyons que c'est ce qui a été prévu par notre équipe de prévention. Alors, on trouve douleur, rougeur, enflure au niveau du site d'injection et au niveau systémique, fièvre, maux de tête, fatigue, douleur musculaire, douleur aux articulations, nausées, vomissements, diarrhée et un frisson. Et c'est très semblable entre Moderna et Pfizer. Donc, qui ne devrait pas recevoir le vaccin? Pour l'instant, et on en apprend chaque jour un peu plus, ceux qui ont moins de 16 ans pour Pfizer et moins de 18 ans pour Moderna, on n'a pas fait suffisamment d'études. Si vous avez une historique d'allergie au vaccin ou à n'importe quelle composante d'un vaccin, les gens immunodéprimés, et ce n'est pas nécessairement toujours le cas, c'est du cas par cas. Il faut en discuter avec vos fournisseurs de soins de santé. Ce n'est pas un non automatique. Dans plusieurs cas, on va vous conseiller de prendre le vaccin si vous êtes immunodéprimé. Mais l'immunodéficience est un terme vaste qui regroupe tout un paquet de conditions, parfois ayant à voir avec la médication. Donc, il faut en parler à l'équipe médicale. Bon, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et Vince, je suis désolée si je vous déçois, mais certaines de vos questions, de mes questions, n'ont pas encore de réponse. On ne sait pas quelle sera la durée de la protection. On ne sait pas si on aura besoin de rappel.
il est possible qu'on ait besoin de rappels en cours de route, éventuellement. On ne sait pas comment ça va fonctionner avec les nouveaux variants. Il y a plusieurs variants, donc il faut vraiment regarder ça pour chacun des variants. Est-ce que cela agit de la même façon chez tous les groupes de patients? Et encore une fois, je pense qu'une question très réaliste, c'est de voir si l'efficacité du vaccin sera la même pour les patients sous dialyse. On n'a pas de réponse encore claire là-dessus, mais en fonction des données qui comprennent des patients qui avaient plusieurs problèmes de santé, l'efficacité a été la même. Donc, c'est une question quand même importante à laquelle on devra répondre. On ne sait pas quelle est l'efficacité du vaccin pour empêcher la transmission de personne à personne. Donc, même si tout le pays s'est vacciné, ce sera quand même très important qu'on continue à suivre toutes les mesures de santé publique. Ce n'est pas bon, parfait, j'ai eu le vaccin, alors je peux me promener partout et je n'ai plus à appliquer les mesures de prévention des infections. Non, il faut qu'on continue quand même à appliquer toutes les mesures de santé publique et il faudra avoir davantage de recherche pour les patients souffrant de maladies rénales. Il va falloir également qu'on regarde pourquoi certaines personnes sont hésitantes à recevoir le vaccin. Il faudra également qu'on réponde aux questions sur l'efficacité des vaccins chez les patients dialysés ainsi que les effets secondaires. J'ai la chance de travailler avec des collègues formidables comme à l'hôpital Sunnybrook et au Toronto General où nous mettons sur place des groupes de recherche pour essayer de mieux comprendre l'efficacité du vaccin, son fonctionnement chez les patients sous dialyse. Donc, cette recherche est en cours et évolue très rapidement. Il y a le docteur Michel Ledano à Sunnybrook qui est un véritable champion et qui fait avancer les choses rapidement. Ici, nous avons la tâche que le gouvernement, tâche très difficile d'abord, de voir au déploiement des vaccins qui devraient recevoir les vaccins en premier. Donc, les populations clés ont été identifiées en fonction du risque de gravité de la maladie et le risque de transmission. Bon, les travailleurs de la santé, bien sûr, ont été priorisés. Les patients vivant en résidence pour personnes âgées ou résidence de soins longue durée, les patients avec des maladies chroniques et des patients avancés en âge. Et je pense que d'autres détails vont voir le jour au fur et à mesure que les différentes stratégies seront déployées dans les provinces. Ici, c'est un exemple de ce que nous avons en Ontario. Bon, on a bien sûr des doses limitées de vaccin à l'heure actuelle. Donc, d'abord, on met l'accent sur les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables. Dans le deuxième groupe, ce sera des gens en maison de retraite, des patients à domicile souffrant de maladies chroniques, les communautés autochtones et finalement la population en général. Ça, c'est à jour. En fait, ça l'était la semaine dernière. Il y a 992 000 doses de vaccins qui ont été administrées. 1 million quelques de doses livrées au Canada et 2,2% de la population canadienne a reçu au moins une dose. Ça, bien sûr, c'était la semaine dernière. Si on regarde le système ontarien suite à l'administration des vaccins, eh bien, je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu très peu d'effets secondaires graves, plus avec Moderna que Pfizer, mais je pense que ce que les vaccins de Pfizer étaient donnés aux travailleurs de la santé à des gens plus jeunes qui avaient moins de comorbidité, alors que le vaccin Moderna était surtout dans des maisons de soins de personnes âgées. Donc, on ne sait pas si c'est un effet secondaire ou si c'est simplement que c'est une coïncidence et que les gens ont eu des problèmes suite à l'administration du vaccin, mais en Ontario, on est en train de faire une surveillance pour s'assurer que les effets néfastes soient rares. Bon, ici, pour résumer, vous donner mes conclusions, la COVID-19 est une préoccupation importante, surtout chez les patients sous dialyse. 2 vaccins ont été approuvés et ils semblent être sécuritaires et efficaces. Nous avons besoin, bien sûr, de plus de recherche, de meilleures connaissances pour connaître les effets long terme de ces vaccins et pour pouvoir
pouvoir donner davantage d'informations aux patients sous dialyse ou aux patients souffrant de néphropathie chronique. Je dirais que la plupart des professionnels de la santé recommandent sérieusement le vaccin aux patients sous dialyse, dont moi. Et je vous dirais cependant qu'il faut toujours parler à votre équipe soignante à propos de votre situation personnelle pour voir si le vaccin est approprié pour vous. C'est OK d'avoir des questions. J'espère que vous êtes suffisamment à l'aise pour parler à votre équipe soignante, parler aux gens des programmes de dialyse partout à travers le pays. Et finalement, comme Vince l'a dit, nous devons faire passer le message de façon très claire que les patients sous dialyse doivent être priorisés pour recevoir le vaccin et que dès que les vaccins seront disponibles, on doit s'assurer que les patients sous dialyse soient en première priorité pour l'administration de ces vaccins. Donc, alors ici, c'est pour vous dire ce qu'on a fait. La Fondation du Rhin et la Société canadienne de néphrologie ont envoyé une lettre aux gouvernements provinciaux fédéraux. Les patients sous dialyse sont considérés comme importants, vulnérables. En Colombie-Britannique, on milite fort pour faire avancer le vaccin pour les patients sous dialyse. Voici d'autres ressources. Je vous invite à y jeter un coup d'œil pour obtenir plus d'informations et je vous remercie vraiment du temps que vous m'avez donné aujourd'hui et la Fondation du Rhin, la Société canadienne de néphrologie vous remercie également et nous espérons pouvoir répondre autant que possible à vos questions. Je suis désolée, je n'ai pas de son. I'm going to try my audio again. There you go. There you go. Alors, je vais... Ah, là, ça fonctionne. C'est la technologie. Merci de votre patience. Donc, c'est simplement un rappel, soumettre vos questions dans le volet Q&A ou QAR qui apparaît dans le bas de votre écran. Souvent, les questions viennent rapidement. Et je veux également remercier les gens qui nous ont envoyé leurs questions à l'avance. Nous en avons eu pas mal, donc on va essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Il y a plusieurs questions qui se ressemblent. Donc, si on ne répond pas particulièrement à votre question, c'est peut-être qu'on a combiné des questions. Et également, soyez tout à fait à l'aise de poser des questions, pas seulement aux médecins, mais c'est également qui est là. Donc, ce que je vais faire, on va commencer avec les questions. Les questions seront posées en anglais. Les questions qui ont été soumises en français seront posées par nos collègues et seront traduites en anglais aussi. Donc, on va commencer avec certaines des questions. Une d'entre elles a été posée un peu plus tôt lors de la présentation de Vince. Alors, qu'est-ce que vous pensez de soins professionnels en santé mentale, par exemple? Dr. Pearl? Je pense, du moins en Ontario, nous avons plusieurs ressources en place qui sont gratuites pour les patients. On est chanceux au Canada, on a une belle couverture de santé. Donc, je pense qu'on devrait commencer les conversations en disant s'il y a des problèmes de santé mentale, si vous avez des problèmes, ben,
j'appellerai mon équipe soignante et je leur dirai que peut-être je pourrais profiter d'un soutien supplémentaire et je suis sûre que les infirmières, les néphrologues, les travailleurs sociaux pourront aider à mobiliser de telles ressources pour vous. Et s'il y a des frais dans certaines parties du pays, je ne crois pas, mais j'en parlerai au niveau local et j'essaierai de voir quelles solutions locales peuvent être trouvées. Il devrait être possible d'avoir accès à des ressources gratuites en santé mentale pour les patients. Merci. Nous avons plusieurs endroits dans les provinces où les gens peuvent avoir accès pour s'informer. Alors, j'apprécie la réponse. On a eu des questions aussi sur la protection ou si le vaccin pouvait offrir une certaine protection ou réduire les symptômes. Je me demandais si Dr. Mueller voudrait commenter là-dessus. Oui, je suis très heureux de commenter là-dessus. D'abord, je vais rappeler à tout le monde deux choses au sujet du vaccin. D'abord, c'est un bien public, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Même si on n'a pas été vacciné personnellement encore, le fait que d'autres le soient nous protège d'une certaine façon. Et le risque pour les patients sous dialyse est à peu près égal à celui qu'on retrouve dans la communauté. Donc, au fur et à mesure que les gens seront vaccinés, on aura tous une meilleure protection. Mais pour en arriver à la question, nous n'avons pas encore des essais cliniques qui ont été faits sur les patients dialysés. On ne peut donc pas dire que la protection de 95% va s'appliquer à tous les patients immunodéprimés ou les patients sous dialyse. Mais selon l'expérience que nous avons avec d'autres vaccins ou des groupes immunodéprimés, nous savons que quand même la protection sera excellente pour la COVID, pour empêcher d'attraper la COVID finalement, et pour les effets graves de la COVID. Donc, j'extrapole en fonction des autres vaccins, mais je suis pas mal sûre que ça va protéger ces patients. Bon, ce sera peut-être quoi, 92%, 60%, on ne le sait pas encore, mais être vacciné va vous permettre de réduire vos risques. Le fait que vos soignants soient vaccinés va réduire vos risques. Le fait que les membres de votre famille soient vaccinés va également réduire les risques. Et le fait que la communauté soit vaccinée va aussi diminuer les risques. Donc, vous serez plus protégés. Et ça va s'intégrer avec d'autres mesures de santé publique jusqu'à ce qu'on arrive à des niveaux très faibles de contamination, ce qui prendra un certain temps. Donc, on arrivera peut-être à un moment donné à une immunité communautaire, mais on n'est pas rendu là. Donc, d'ici ce temps-là, on devra continuer avec les mesures de santé publique. Question pour Dr. Pearl maintenant. Est-ce que le vaccin peut être injecté dans le même bras que ma fistule? Bonne question. Je dirais que les procédures d'administration du vaccin chez les patients sous dialyse sont en train d'être développées. Je dirais que je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas si c'est loin de l'accès intraveineux. Et pourquoi on ne pourrait pas considérer l'autre bras? C'est sûr qu'il peut y avoir de la douleur, de la rougeur. Alors, peut-être voudrez-vous avoir ça dans l'autre bras pour que ce soit le plus loin possible de la fistule. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que la fistule est dans l'avant-bras ou dans le haut du bras? Moi, si j'avais l'option, je choisirais probablement l'autre bras. Thank you very much. We've also had a number of questions about age-related. Une question également sur
l'utilisation du vaccin, surtout pour les gens de plus de 80 ans. Et j'aimerais savoir s'il y a eu des préoccupations ou si on s'est penché sur la pertinence de donner des vaccins à des gens plus âgés. Je vais laisser Marc répondre, mais je dirais que être sous dialyse et avoir plus de 80 ans, ça représente deux facteurs importants de risque pour la gravité de la COVID-19. Donc, je pense qu'on va cibler ces groupes-là pour qu'ils puissent obtenir les vaccins aussi rapidement que possible parce qu'ils ont des facteurs de risque importants s'ils contractent la COVID-19. Donc, moi, je recommanderais qu'on considère ça sérieusement pour ces personnes-là. Matt, je ne sais pas si... Oui, je suis d'accord à 100% avec ce que vous venez de dire. Je veux simplement rappeler aux gens que quand on pense à la sécurité du vaccin, on doit aussi penser aux bénéfices du vaccin. Ce n'est pas dans le sujet, mais même ceux qui ont des allergies à certains composants du vaccin, parler à un immunologue, parler à des spécialistes, même si vous avez déjà eu des réactions allergiques graves, parce que il y a tellement de risques pour la santé si vous attrapez la COVID et si vous avez plus de 80 ans et avez une néphropathie, vos risques sont encore plus grands. Donc, les résidents de soins longue durée au Canada ont été priorisés. Beaucoup d'entre eux ont des comorbidités, des maladies rénales, ils sont âgés. Et dans la région de Toronto, au moins la grande majorité a été vaccinée sans aucun problème. Donc, on a de plus en plus d'expérience chez les gens très âgés et des gens de 100 ans, etc. Et on voit les avantages. Ça réduit la transmission, ça réduit les éclosions. Donc, vous aurez moins de risques. Mais si vous ne le prenez pas, vous avez des risques très importants d'avoir des conséquences graves si vous contractez la COVID. Donc, prenez-le dès que possible. Oui, autre chose que je rajouterais, ce que Matt a dit, et c'est anecdotique, mais l'un de nos hôpitaux à Toronto a réussi à vacciner beaucoup de patients et au départ, les effets secondaires étaient très semblables chez les patients sous dialyse par rapport à la population générale. Je leur ai demandé de documenter ça et de le publier comme résultat de recherche. Donc, ça améliore la perception que les gens ont du vaccin. Ceux qui sont hésitants verront que ça s'est très bien passé chez les patients sous dialyse qui l'ont reçu. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Hélène pour les questions qui ont été soumises en français. Hélène? Oui, bonjour à tous. Alors, on a eu une question en français qui était « Étant bronchite asthmatique et sous dialyse, nous sommes considérés personnes avec maladie chronique. À quand le vaccin au Québec? » Alors, in English, it's since we have asthmatic bronchite. Donc, comme je souffre de bronchite asthmatique, and on dialysis, we are considered. Et que je suis sous dialyse, on est considéré. With chronic disease, when will the vaccine souffrant de maladie chronique, quand pourrons-nous avoir le vaccin au Québec? Je peux répondre à ça peut-être. Malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes quant à plusieurs aspects des programmes de vaccination au niveau fédéral et provincial. Les provinces attendent avec impatience les doses de vaccins et le gouvernement fédéral également travaille de près avec les producteurs de vaccins, mais on croit que les vaccins vont nous arriver rapidement. C'est ce que nous dit le gouvernement fédéral, mais les provinces n'ont pas de contrôle là-dessus. Et aussi, ce que font les provinces ou ce qu'elles devraient faire, c'est de voir quel sera le plan de vaccination pour vacciner le plus rapidement possible quand les vaccins seront disponibles. Et selon les provinces, les plans sont différents.
on détermine parfois de façon différente de quelle façon les vaccins seront distribués. C'est pour ça que je suis d'accord avec le Dr. Pearl pour dire que les patients sous dialyse devraient être dans le haut de la liste. Si cependant, comme c'est vrai, on a des millions et des millions de doses en avril, que les vaccins nous arrivent rapidement, ce qui sera important, c'est de s'assurer que personne n'hésite à se faire vacciner, surtout pas ceux qui font partie des groupes à risque élevé. Donc, on travaille fort pour encourager les gens qui hésitaient à se faire vacciner quand on aura davantage de vaccins disponibles. Oui, et pour ajouter à ce qu'Ahmad vient de dire, peut-être ça va être une question, mais quand vous offrez Moderna ou Pfizer, ça n'a pas d'importance. Prenez le premier qu'on vous offre. Ils sont très comparables. Et à ce moment-ci, plus vite vous serez vacciné, eh bien, plus vite Santé Canada pourra vacciner les patients, plus vite la population sera protégée. Donc, prenez le premier vaccin qu'on vous offrira et qui est approuvé par Santé Canada. C'est ce que je recommande, sérieusement. Merci. Très important à remarquer. Je vais demander aux participants d'utiliser la colonne questions-réponses pour poser leurs questions. Nous avons également eu des questions qui étaient sur la liste des receveurs potentiels. Devrait-on recevoir le vaccin avant ou après la greffe? Je vais être rapide et après, Jack, je vais te redonner la parole. Ce serait un désastre d'attraper la COVID avant de pouvoir recevoir votre greffe. Moi, je dirais le plus vite possible, quand on vous l'offrira, quand ce sera disponible. Merci beaucoup. Et y a-t-il des suggestions pour les patients qui sont sur des thérapies pour immunodéficience? Je sais qu'on en a parlé un peu, mais je voudrais avoir plus d'informations. Je sais que ce webinaire, c'est pour les gens sous dialyse. Il y a des gens qui sont sous médication pour immunodéficience, mais je dirais que c'est une décision qui devrait être prise avec l'équipe soignante, mais dans la plupart des cas, on recommandera l'administration du vaccin pour ces patients. Et la Société canadienne de transplantation est en train de mettre en place des politiques pour l'administration des vaccins également. Merci d'en avoir parlé, c'est apprécié. Et on a Dr. Pearl, le patient dialyse, qui pose la question, comment les gens contrôlent-ils la distanciation sociale dans des espaces restreints comme les salles de dialyse? Avant, je demandais toujours plus d'espace. Maintenant, c'est le meilleur temps pour le faire, de demander plus d'espace entre les patients, mais je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui vient en même temps. On essaie de distancer. Ce n'est pas tous les fauteuils qui sont disponibles. Certains sont bloqués. Et on s'organise pour que les gens entrent et sortent le plus rapidement possible. Et c'est vraiment important de vous faire dépister correctement. Et s'il y a des inquiétudes face à la COVID-19, on ne va pas vous voir à la clinique cette journée-là pour ne pas exposer les autres patients. Donc, ça change selon l'hôpital. Dr. Mueller à St. Michael ont fait un excellent travail, nous ont expliqué comment mettre en place les politiques et quelles pratiques adopter pour protéger les patients. Donc, c'est une approche à plusieurs niveaux. Mais il faut encourager la distanciation sociale. Ce que je dirais, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important. Si vous avez une douleur à la poitrine ou de la fièvre, ou vous ne vous sentez pas bien,
Je ne veux pas que la crainte d'attraper la COVID vous empêche de venir à l'hôpital vous faire traiter si vous avez besoin d'un traitement. Malheureusement, pendant la COVID n'a pas empêché les crises cardiaques de se produire ou les infections rénales de se produire. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, venez, n'hésitez pas, venez dans les centres de soins, dans les hôpitaux, recevoir les soins dont vous avez besoin. Oui, je vais rajouter ça parce que je pense que c'est super important. Les installations de santé ont énormément de protocoles en place pour protéger les patients. Tout le personnel porte un masque, on fait porter un masque aux patients quand c'est possible, la ventilation est adéquate. Donc, dans les hôpitaux, les risques sont très faibles, c'est plus élevé dans la communauté. Et oui, parfois, on entend parler d'une éclosion, mais donc, je dirais que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller dans le système de santé. Très important. Merci d'avoir parlé de ça. Dr. Mueller, je vais vous poser cette question à vous en premier. Pourquoi y a-t-il plus d'hommes que de femmes atteints de la COVID? Difficile de répondre à cela parce qu'il y a aussi plusieurs conditions de santé qui viennent brouiller les cartes. Je ne pense pas qu'il y ait d'explication claire, mais je pense que le premier prédicteur, c'est l'âge pour la COVID. Donc, plus vous êtes âgé, plus le risque augmente, plus que si vous êtes un homme ou une femme. Merci. Et autre question pour la COVID, encore une fois. Quelqu'un dit, si on a déjà eu la COVID il y a un mois, est-ce que je peux la rattraper? Et est-ce que je pourrais avoir accès au vaccin quand il sera disponible? Ça, je peux répondre à la deuxième partie. À l'heure actuelle, la recommandation, c'est de se faire vacciner, même si vous avez eu la COVID. Plus on en apprend, moins on sait pendant combien de temps on est protégé. Ça ne vous empêchera pas de la rattraper. Donc, quand les patients se dialysent ou selon le groupe d'âge se font offrir la vaccination, vous devriez y aller. Il y a des gens qui diront peut-être que c'est moins urgent si vous avez eu la COVID récemment. Il y a peut-être certains médecins qui diront dans les 90 jours qui suivent votre COVID, vous pouvez attendre de vous faire vacciner après, mais on n'a aucune preuve là-dessus. Alors, on dit, faites-vous vacciner dès qu'on vous l'offre. Malheureusement, on a vu des réinfections se produire même avec la souche habituelle de COVID qui existe au Canada et ailleurs dans le monde, mais c'est relativement rare. Ce n'est pas un risque élevé, surtout dans les 90 premiers jours. Mais si vous avez eu la COVID en mars ou en avril, quand l'épidémie a commencé, et que vous avez de la fièvre, eh bien, informez les soignants si vous allez dans le système de santé. On va vous faire le test de COVID et ça fera partie des protocoles de sécurité parce qu'il y a de bonnes chances que ce soit la COVID. Alors, avec les variants, certains variants, pas tous, il est possible qu'une infection avec un variant ne vous protège pas nécessairement ou vous offre une protection complète contre un autre variant. Surtout ceux du Brésil et de l'Afrique du Sud, une réinfection est possible, ou deuxième infection. Merci, c'est une information très intéressante. Docteur, une question pour vous. C'est comment ça fonctionne, le fameux brin d'ADN dont vous avez parlé pour le vaccin à ARN messager? Je ne comprends pas la question, je suis désolée. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé comment le fameux brin d'ARN est fabriqué. Et il y a aussi le moment de la deuxième dose du vaccin. Il y a un risque que ça ne soit pas efficace si la deuxième dose est donnée plus de 28 jours après la première.
Ça, je vais laisser Matt répondre à cela parce que je sais que cela a soulevé beaucoup de questions dans beaucoup de provinces. Le fait qu'on veuille retarder la deuxième dose, qu'on ne reçoive pas la deuxième dose à temps. Matt, je ne sais pas si tu peux commenter là-dessus. Est-ce qu'on a étudié le délai entre les doses? En fait, pour être absolument sûr d'avoir le 95% d'avantages que nous avons vu dans les études, on veut suivre ce qui a été fait dans les études le mieux possible. Mais ce que je peux vous dire que ce qu'on a fait dans les études, c'est que la deuxième dose a été donnée à différents moments. Donc, c'est pas tout le monde qui l'a eu au même moment. Donc, il y a beaucoup d'agences réglementaires qui ont regardé les données et qui se sont dit, même si on passait à 35, 44 jours, c'était OK en fonction de ce qui a été fait dans les études. Donc, que ce soit 1 ou 2 semaines plus tard pour la deuxième dose, ça va quand même, d'après ce qu'on a pu voir, offrir le 95% d'efficacité. Mais quand on comprend la science de l'immunologie des vaccins, je vous dirais que dans la plupart du temps, il n'y a pas d'inquiétude à retarder une deuxième dose. C'est plus inquiétant si vous recevez la deuxième dose trop près de la première dose. Et des données également sur différents vaccins de COVID qui ne sont malheureusement pas disponibles au Canada. On voit que si on attend plus longtemps, la réponse est meilleure. Donc, je ne vois pas de problème. La protection semble assez longue, donc ça ne m'inquiéterait pas de voir une couple de semaines de retard pour la deuxième dose. Je pense que ce qui est important, c'est de l'avoir, cette deuxième dose, et non pas nécessairement le moment. Ouais. Et je pense que j'ai besoin de précision sur cette histoire de structure d'ARN, de brin d'ARN. Est-ce que le corps peut faire ça pour les anticorps? Le brin d'ADN, la structure, c'est fait en laboratoire. Les gens ont étudié de quelle façon le virus se propageait et ont été capables de trouver le brin exact. Donc, on l'encode, on l'enrobe, on l'injecte et là, le corps est en mesure de préparer ses anticorps pour combattre le spicule, la protéine de spicule. Donc, vous avez un brin que vous fabriquez pour l'injecter afin que le corps fasse ses anticorps. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Hélène. Merci, Hélène. Oui, alors la question en français est, je me demande si c'est important d'avoir le vaccin à l'hôpital en cas de mauvaise réaction. J'ai un seul rein et sujet à une réaction sévère anaphylactique. I wonder if it should be important to have the vaccine at the hospital. Alors, je me demande si c'est important d'avoir le vaccin à l'hôpital en cas de réaction adverse. And I'm prone to a severe reaction such as anaphylaxis. Oui, c'est une très bonne question. Tout le monde qui reçoit le vaccin est surveillé, du moins chez nous, pendant 15 minutes après l'administration. Si, comme le Dr Mueller l'a dit, si vous avez déjà eu une réaction anaphylactique, il pourrait y avoir des situations où on vous autorisera le vaccin. Mais si vous êtes vraiment inquiet, parlez à votre équipe soignante et si on s'inquiète de réactions importantes, à ce moment-là, on va surveiller beaucoup plus longtemps et pendant beaucoup plus près, et de beaucoup plus près suite à l'administration du vaccin. Donc, si oui, il y a des risques importants de choc anaphylactique après l'administration du vaccin, vous allez être suivi de plus près suite à l'administration du vaccin. Thank you very much. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait combien de temps l'ARN messager reste dans les cellules avant d'être dégradé par l'organisme? Ouf, ça, ce n'est pas dans mon domaine d'expertise. Moi, je pense que c'est une question très importante et je vais y répondre, mais je vais vous donner un peu de contexte également. Comme le Dr Pearl l'a dit, l'ARN messager, c'est ce dont on parle, c'est ce qui est encodé. Donc, quand il est injecté, c'est un code et la machinerie cellulaire va
développer une réponse à la protéine de spicule. Alors, il y a le cytoplasme qui est là où se trouve l'ADN. Donc, l'ADN et l'ARN messager ne sont jamais ensemble et il n'y a aucun risque que l'ARN messager puisse se combiner à votre ADN. Ça, c'est important de le savoir. Dans le cytoplasme où l'ARN messager agit, il est désintégré rapidement, on parle d'environ 1 heure. Donc, il crée la protéine de spicule, la protéine S, et en quelques heures, même une journée, je dirais environ, il est complètement éliminé. Merci beaucoup. Et parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais poser 2 ou 3 autres questions et ensuite on va s'arrêter pour aujourd'hui. Cependant, j'ai une question de Vince, pour Vince, pardon. Vince, peux-tu nous dire pourquoi c'est si longtemps que tu es sur la liste des receveurs potentiels? En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Comme les gens le savent, dans une situation comme ça amène toujours la meilleure correspondance entre le récipiendaire et le donneur. Et je pense que je n'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant parce que personne n'est priorisé sur la liste des receveurs potentiels. On ne dit pas tu remontes de 2 rangs ou tu descends d'un rang ou le docteur Muller et Pearl peuvent probablement vous donner plus d'explications là-dessus, mais je dirais quand une personne un receveur potentiel qui est très malade, par exemple, ou qui a un décompte d'anticorps particulier en dehors de la norme. Bon, ce serait peut-être un traitement différent, mais généralement, le temps moyen, c'est 4 ans. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur la liste. Je me pose souvent la question pourquoi je n'ai pas eu la chance avant, mais je pense qu'on essaie d'être le plus proche du donneur idéal que possible. Donc, parce que si quelqu'un, moi j'utilise correspondance, mais si quelqu'un offre une meilleure correspondance que reste un receveur immédiat, on va probablement prioriser cette personne-là parce que les chances de réussite de la greffe sont meilleures. C'est ce que je pense. Dr. Pearl, voulez-vous commenter là-dessus? J'ai raté la question parce que j'essayais de répondre par écrit à des questions parce que je sais qu'on ne réussira pas à répondre aux questions de tout le monde. Mais en fait, c'est pourquoi il y a des délais pour la réception d'un rein par un receveur qui est sur la liste. Parce qu'il faut qu'il y ait davantage de gens qui s'offrent à donner un rein alors qu'ils sont vivants. Il y a une question de disponibilité des reins. On essaie d'accélérer les choses. Ce sera le sujet d'un webinaire un autre jour. Oui, absolument. Ça pourrait faire partie de notre prochaine série de webinaires. Il reste 2 minutes. Donc, Janice, prochaine diapo. Alors, c'est la dernière question, la question de sondage finale. Janice, peux-tu mettre la question à l'écran, s'il te plaît? Alors, voilà. Alors, si on revient à la question première que nous avions, est-ce que vous, une personne dont vous avez la charge, envisagez de recevoir le vaccin de COVID-19 lorsqu'il sera disponible? Oui, non et pas certain. Ou encore, la personne dont je m'occupe ou moi-même l'avons déjà reçu. Okay, so we've seen an
Alors, on voit une augmentation du nombre de personnes qui aimeraient recevoir le vaccin lorsqu'il sera disponible. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Nous aimerions également remercier les conférenciers aujourd'hui, la Société canadienne de néphrologie pour son partenariat qui nous a permis de partager ça avec vous. La Société canadienne de néphrologie s'occupe des maladies rénales et travaille auprès de gens qui sont touchés par la néphropathie, travaille pour développer des documents sur la COVID-19 afin de s'assurer qu'on puisse aider du mieux possible les patients. Alors, la Fondation du Rhin est là pour fournir de l'information sur les maladies rénales. Et nous sommes également pour vous aider, vous offrir des outils, vous aider dans vos régimes alimentaires. Et nous sommes là pour aider les gens à militer pour nous et nous vous offrons la possibilité de nous envoyer des questions si vous en avez encore. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Quand le webinaire va se terminer, vous allez avoir un fichier qui va s'ouvrir pour vous offrir de répondre à un sondage. C'est important que vous y répondiez, ça nous permettra d'améliorer ce que nous vous offrons et vous recevrez également les informations dans quelques heures, dans quelques jours. Donc, au nom de la Fondation du Rhin du Canada, la Société de néphrologie, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Portez-vous